Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point de lecture. Je vais juste mettre un peu de lumière parce que il n'y en a pas beaucoup, on va dire. Ça c'est fait. Bref, on va commencer tout de suite avec The Half of Happiness de Yu Uya. Je sais, j'ai toujours un accent merveilleux en anglais. Ce manga était très beau. Alors je l'ai gratuitement, donc je m'étais dit bon, comme j'ai eu un petit peu une semi-panne de lecture, on va dire, ce week-end, alors que j'étais en week-end à 1000. Donc on est le week-end du 1er mai là, on est le 3. Moi je tourne, donc oui j'ai eu un petit coup moins bien là ce week-end. Du coup j'ai lu ça en me disant ça va me sortir de quelque chose et effectivement ça m'avait sorti de quelque chose. De quoi je sais pas, pas beaucoup hein, mais un petit peu. Parce qu'en fait on suit deux personnages, les deux sont poissards au pas possible. Et l'un des deux, en fait, va voir un autre garçon se faire arrêter pour harcèlement de rue alors que le pauvre, il a rien fait. Et il est témoin et il va aller défendre parce que bah, c'est pas normal, forcément. Et forcément, c'est un boys love, donc je vous fais pas un dessin. Hein. Mais ce que j'ai aimé, c'est que on s'attarde pas trop tant que ça sur la relation. Parce que le personnage qui se fait accuser à tort, en fait, est victime de troubles de la mémoire. C'est un accident. Du coup, tous les 3 jours, il oublie tout ce qu'il a vécu. Et il est obligé de tout noter, et il voit son médecin régulièrement. Et on voit la découverte de cette maladie, enfin de ce problème de santé en fait, tout au long du manga, comment le compagnon va gérer cette situation-là, les médecins aussi. Ok, il y a un petit côté un peu n'importe quoi, parce que le médecin, bon, première fois qu'on voit le médecin, on se dit, ok, il est pas net comme médecin quand même. Après, on se rend compte que bon, c'est pas si évident que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai bien aimé parce que ce manga Boss Love, sous ses airs justement très, voilà, très détente, etc., en fait, parle de sujets très importants. Et en plus, la mangaka a fait d'énormes recherches médicales parce qu'à la base, il devait être plus long apparemment. Et son éditeur a pas voulu. J'aurais aimé qu'il soit plus long, effectivement. Je sais pas si elle a fait une entre guillemets suite parce que c'est un tome unique, mais si sur le petit frère elle a fait un petit quelque chose parce que déjà la relation entre frères est très développée aussi. Peut-être pas sur le long terme, enfin, pas tout au long du manga, mais le peu qu'il est fait, il est très bien fait, je trouve justement. Et voilà. C'était un très bon manga et du coup, comme je me suis dit que soit je revends le coffret complet, soit je revends rien. Ça me gêne parce que là, ça fait 2 quand même qui sont plutôt pas mal hein, dans ce paquet-là. Donc je suis tombée sur un bon. Donc voilà, il va rentrer à la niche. Je le rangerai plus tard, c'est pas grave. Ensuite, oui parce que ça c'est mon cahier de lecture. Hein. Je fais les suivis en même temps. Haruki Murakami, les attaques de la boulangerie illustrée. Donc c'est une nouvelle de Murakami. Et le prix est honteux. Pour 60 pages, 17 € en neuf. Moi je l'ai pas pris en neuf hein, heureusement, mais voilà, je trouve ça honteux surtout quand on voit le contenu. Parce que le contenu, comment vous dire c'est un Murakami où il se passe rien. Je veux dire, Murakami a toujours quelque chose de l'ordre de la philosophie, du mystique, mélange le fantastique avec le contemporain. Enfin, il y a quelque chose d'unique qui se passe avec Murakami à chaque fois. Et là, bah, comment vous dire qu'il se passe rien. Je suis pas déçue pour autant parce que Murakami a cette force quand même incroyable de nous captiver, de nous captiver. Tous ceux qui l'ont lu ont été captivés quand même. C'est loin d'être les meilleurs Murakami. Je préfère Murakami en roman. En roman, il peut plus aller en profondeur, etc. Et maintenant que j'ai lu sa technique de travail en fait sur les romans, maintenant j'arrive à... Je perçois différemment Murakami en fait. Maintenant que je connais sa méthode de travail. C'est pas Profession romancée, c'est dans un autre livre... Je le vois d'ici, mais Écoute le chant du vent, voilà. C'est dedans qu'il explique sa façon de travailler et je me dis que... ouais, les nouvelles, c'est pas pour lui. Je le préfère en roman. C'est peut-être plus costaud, plus long à lire, ça se déguste plus. Parce qu'il y en a qui savent les lire en 2-3 jours un Murakami, moi je sais pas. À part les nouvelles. Mais là, on suit juste un personnage qui raconte qu'à 20 ans et qu'un pote, ils ont attaqué une boulangerie, enfin, son peuple les a attaqués. Et la deuxième partie, en fait, c'est 10 ans plus tard, il raconte ça à sa femme. J'en dis pas plus parce que sinon je spoil tout, mais je me suis dit, mais dans quoi il est parti? Murakami, il nous a fumé un pétard ou je sais pas quoi, mais
J'ai pas vu l'intérêt de ce livre-là. Et j'ai pas compris le sens profond. D'habitude, Murakami, j'arrive à le comprendre, mais là, sur celui-là... Birthday Girl, donc 2 autres nouvelles de Murakami, comme ça je les aurais toutes lues. D'ailleurs c'est honteux de les avoir laissées dans ma pile à lire alors que ça prend une demi-heure de lecture, hein, même pas. 60 pages, pareil. En neuf, je trouve honteux le prix de ce livre-là. J'aurais préféré qu'il fasse un recueil de nouvelles illustrées avec toutes les nouvelles de Murakami. Là j'aurais dit ok, mais là 63 pages. Alors je sais pas le prix du neuf en poche, mais... en grand format, ça valait le même prix que ça, je trouve ça honteux. Moi, je les prends en occasion. Juste celui-là que j'ai peut-être acheté en neuf, peut-être. Mais c'est parce que c'était ma librairie. Quand c'est cette librairie, je sais pas me résister. C'est juste horrible. Bref. Celle-là, par contre, j'ai bien aimé le sens de cette nouvelle, puisqu'on suit une jeune femme qui fête ses 20 ans et elle devait pas travailler. Finalement, elle travaille pour remplacer une collègue serveuse. Et il va lui arriver un truc un peu dingue. C'est ça que j'aime bien avec Murakami, c'est des choses qui paraissent tellement peu plausibles, mais qui en fait sont plausibles. Jusqu'à un certain point, bien sûr, mais là j'ai été un peu frustrée parce qu'il n'a pas dévoilé un petit quelque chose. Mais j'ai compris pourquoi. La question globale de ce livre est juste, êtes-vous satisfait de votre vie? Est-ce que vous avez envie vraiment de changer quelque chose sans savoir les conséquences que ça pourrait avoir sur votre vie? En fait, c'est ça. Et je me suis déjà posé la question. Je crois qu'on s'est tous posé, mais je trouve qu'il est bien fichu cette nouvelle-là. Ensuite, retour au manga parce que je viens de le lire. Innocent Rouge, le tome 1 de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt Tonkam. Oui, je sais, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'ai commencé à le lire pour passer le temps. Mais que j'aime ce manga. Mais mon dieu, c'est la saison 2 entre guillemets de Innocent. Et en termes de graphisme, on monte en puissance quoi. C'est là où on se dit que franchement on est à une bonne époque quand même. Parce que quand je vois les condamnés à mort là-dedans, les raisons pour lesquelles ils sont condamnés, mais mon dieu. Heureusement que les choses ont évolué. Hein. Bref. Ensuite, semblable, le tome 1 de Julie Jotz aux éditions Plume Blanche. Alors là, j'ai essayé de vous en parler sans spoiler parce que je vais vous dire très franchement. Moi je l'ai acheté, je crois que j'avais pris le pack 2019. Enfin je sais plus, c'était l'un des deux packs, oui de 2019. Et en fait le résumé, alors moi j'avais pas trop lu les résumés de Plume Blanche, je leur fais entièrement confiance, j'ai raison. Et le résumé de ce livre-là je le trouvais très mystérieux, très poétique. Et je m'étais dit, je vois pas ce que je vais lire en fait. Ça me donnait pas d'indication, même la couverture elle donne pas trop d'indications. Et je trouve qu'en fait, en lisant le bouquin, dès les premières pages, on commence à comprendre la signification de ce poème en 4e de couverture. Et je trouve ça merveilleux. Je pense que c'est une dystopie, parce que pour moi c'est une dystopie. Maintenant j'ai vu que sur certains sites il n'était pas mis comme tel. Je suis un peu étonnée parce que moi c'est ce sentiment que ça m'a donné en le lisant. Parce qu'on est dans une société dans laquelle les parents ne travaillent pas, ils sont juste là pour élever leurs enfants. Le premier sera forcément soldat, le deuxième sera forcément pourra travailler jusqu'à 18-20 ans, et dès qu'il se marie, il arrête de travailler, il se consacre uniquement à l'idée de donner des enfants à la société. Et le dernier, par contre, a le choix. Il fait ce qu'il veut, grosso modo. Sous certaines conditions que je vous laisserai découvrir en lisant le livre. Et on suit 2 sœurs jumelles. Il faut savoir que les jumeaux sont très mal vus dans cette société, mais ça, il faut lire aussi le livre pour comprendre. Et qu'à l'âge de 8 ans, ils ont droit à un aniphore. C'est un animal qui leur est donné, confié, et qui restera avec eux jusqu'à la mort de la personne, l'animal mourant en même temps. Déjà là, franchement, je trouve que c'est très bien construit. Et c'est assez paradoxal le sentiment que j'ai en le lisant, parce qu'en fait, je le lisais en étant happée par la lecture. Ma mère, de toute façon, m'observe quand je lis un livre, quand je le lis devant mes parents. Ma mère m'observe toujours, comme ça elle sait à peu près ce que j'en pense, si je suis dedans ou pas. Et elle m'a dit, c'est vrai qu'en te voyant lire, j'étais sentie un peu partagée. Et en fait, c'était une lecture qui me happait complètement. Quelquefois, je voyais une incohérence, mais en fait, elle était expliquée un peu plus tard. J'aurais préféré que ce soit expliqué en même temps. Parce que du coup, on est là à se dire, oh, c'est dommage. Puis après, c'est expliqué, et du coup, on se dit, ok, d'accord. Et pour l'aspect médical, parce que les jumelles, en fait, l'une, du coup, est soldate, et l'autre est médecin.
infirmière, quelque chose comme ça, enfin dans le milieu médical. Et honnêtement, alors je pense que l'autrice doit travailler dedans, parce que pour avoir autant de précision, et je crois qu'en plus, je crois qu'elle est médecin, qu'elle travaille dans ce milieu-là, je crois, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est vachement documenté, hein. Ça je peux vous le garantir. Et alors à la fin du tome 1, j'étais un peu frustrée parce que vu comment ça se termine, je me doute de ce qui va se passer pour la suite. Mais je m'avancerai pas trop parce que vu ce que je pensais qui allait se passer dans ce roman et qui ne s'est pas du tout passé, je suis pas déçue, au contraire. Je suis agréablement surprise parce que je pensais sincèrement qu'il y aurait des romances. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Au contraire, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de l'une des deux jumelles. Je dis pas trop ce qui se passe dedans, mais je me suis dit, je me retrouve beaucoup dedans parce que par rapport à sa vision des relations amoureuses. Je coupe, je reviens juste après. Rebonjour, désolée pour cette interruption momentanée. Du coup, j'avais heureusement terminé la présentation. Si je commence à abîmer mes livres, ça va pas le faire. Bref, je vais le remettre en place. Excusez-moi. Voilà cette merveilleuse BD ou roman graphique, peu importe le nom qu'on lui donne. Ça s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile. J'oublie toujours le nom, Ferris. C'est le tome 1, il y a un tome 2 qui va sortir, je sais pas. Aux États-Unis il est sorti. Et j'ai super adoré. Alors moi j'ai la version de luxe, mais franchement je fais tout tomber. My God. Ça va pas être possible. Bon, je vais montrer ça déjà. Donc en termes de graphie ça donne ça. Donc Karen Reyes c'est le personnage central de ce livre que j'ai encore plus abîmé qu'il n'avait déjà. Tout va bien. Alors Karen Reyes c'est une jeune fille. Je ne sais plus quel âge elle a exactement, mais alors petite info avant de commencer cette BD. Je vous donne l'info parce que je suis pas sûre que les Français le sachent, mais je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, les États-Unis n'enseignaient pas l'Holocauste aux élèves. Si vous ne me croyez pas, regardez le film Écrire pour exister. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est vraiment le cas. Et ce film est d'une beauté incroyable. Je vous en parle parce que ça se recoupe là-dedans. Dans cette BD, enfin bref, dans ce livre, on est dans les années 70 à peu près, donc la période hippie, où la paix, etc. Il y a la guerre du Vietnam en parallèle qui est d'une logique incroyable. Et en fait, il se trouve que cette jeune fille se fait harceler à l'école, elle adore les monstres, tout ce qui est film d'horreur, tout ce que vous voulez. Et c'est l'âge ingrat où une fille se doit de se comporter comme une fille et tout ce qui s'ensuit. Heureusement, elle a une famille plutôt ouverte d'esprit, donc ça va, surtout son frère. Quant à sa mère, elle est hyper catholique. Son frère, il est... Je l'aime beaucoup, son frère. Il faudrait que... Je vous laisse découvrir son frère dedans, parce que franchement, je pense qu'il vaut mieux le découvrir comme ça. Et en fait, l'histoire, donc on suit au début la routine quotidienne de Karen, jusqu'au moment où sa voisine va être retrouvée morte. Alors on ne sait pas si elle s'est suicidée ou si c'est un assassinat. Et Karen va se prendre de passion pour ça et va décider qu'elle va devenir une détective. Et en parallèle de ça, il y a plein de choses. Je dis pas de quoi on parle exactement dedans parce que je pense que le mieux c'est de découvrir ce dont il est question dans ce livre. Mais on parle énormément de choses. On parle de l'art, on parle de musée, on parle de musique, on parle de l'histoire. Notamment la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement. Justement, ça que j'aime bien, c'est le parallèle entre le passé et le présent dans ce livre, on va dire ça comme ça. On parle de maladie aussi, et alors ce que j'ai adoré, c'est que quand bien même tous ces sujets sont très sombres en dehors de l'art, j'ai adoré la tonalité de la bande dessinée parce que justement, Karen, elle a ce côté encore enfantin, cette naïveté enfantine, mais qui fait que du coup ça passe mieux. C'est à la fois choquant et en même temps on se dit bah oui mais elle est jeune, forcément qu'elle ne peut pas comprendre. Et, le statut de la femme est beaucoup abordé aussi dedans. Il y a tellement de choses qu'on aborde dedans, c'est juste incroyable. Et moi, alors moi franchement j'ai fait une redécouverte de l'histoire au sens large du terme, puisqu'on parle à un moment donné de la Seconde Guerre mondiale, et j'ai fait une révision parce que je me rends compte que
C'est bien toutes les cérémonies qu'ils font pour le souvenir et tout ce que vous voulez, c'est très très bien. Hein. Mais, mais on rappelle pas les dates clés en fait qui ont mené à cette guerre-là. Et il y a un bon rappel qui est fait dedans, je trouve. Et ce qui est encore plus... C'est un vrai parallèle, paradoxe au livre parce que en fait à un moment donné, il y a une scène qui est dessinée en plus. Hein, c'est ça le pire, c'est que quand on la voit dessinée, on se dit oh c'est magnifique, c'est beau. Et par rapport aux paroles qui sont prononcées et à nos connaissances, à mes connaissances moi historiques, j'ai eu ça m'a glacé le sang parce que je me suis dit mais ces gens quand ils arrivent là-dedans ils se rendent pas compte dans quoi ils mettent les pieds en fait. Il y a juste cette femme dont il est question qui est morte dans cette qui à l'époque s'est rendu compte qu'il y avait un truc pas net quand même. Je me suis dit mais mon dieu, c'est glaçant, c'est comme les choix qu'ils doivent faire. Enfin, je vous laisse découvrir, mais je comprends que cette BD ait reçu autant de prix, qu'elle soit aussi bien vue, qu'elle soit aussi... Et ce rapport aussi justement à la culture générale, à l'art, parce que Karen, elle adore aller dans les musées avec son frère, parce que son frère est dessinateur, il est tatoueur, je pense. Enfin, bref, il fait plein de choses dans le milieu de l'art, quoi. Et il n'y a pas que ça concernant. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, on va dire. Mais son frère adore lui enseigner, lui parler de l'art. Et il adore l'emmener, voir des peintures, etc. La vision comme Karen de l'art, elle est magnifique. Et je trouve que justement, le parallèle entre tout ça est juste merveilleusement bien fait. Il y a la culture du film d'horreur aussi qui est présentée, mais sans être... Il n'y a pas de glauque, ça que j'aime bien dans cette bande dessinée. Il n'y a rien de glauque. On vous dessine pas les choses vraiment violentes, elles sont subtiles, suggérées en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Pour la peinture, ouais, voilà. Par exemple, elle fait des reproductions d'œuvres d'art. Donc moi qui un jour ou l'autre, je prendrai vraiment le temps de le faire, veut me mettre un petit peu à la découverte de l'art pictural, on peut dire ça comme ça. Je fais une bonne entrée en matière. Il y en a que je connaissais, mais la plupart non, parce que bah, forcément on n'apprend pas ça à l'école, mais je trouve ça franchement dommage parce qu'il y a un bon rapport à l'histoire aussi. Mon cours d'histoire en terminale, je l'avais fait avec ma prof d'histoire que j'aimais beaucoup, mais j'en avais pas gardé grands souvenirs. Et là, il y a un rappel justement, ça m'a rappelé mes cours d'histoire. C'est assez dingue. Mais ouais, j'ai adoré cette bande dessinée. C'est juste incroyable. Je l'ai pas lu d'un coup parce que j'ai eu besoin de prendre le temps de m'imprégner de tout ça, mais wow. Là, je me suis pris une belle claque quand même avec ce livre, je m'y attendais pas du tout. Et enfin, Moitié d'âme de Antelme Moschkorn, le premier tome de la série Les Chroniques des 5 Trônes chez Gulfstream Éditeur, qui est dédicacé par Antelme. Ce livre est d'une beauté. Et autant vous dire que j'ai eu peur avant de me lancer dans cette lecture, parce qu'en fait, moi je m'inquiétais pas. Personnellement, je fais une entière confiance à Antelme Moschkorn. Mais j'ai vu plusieurs avis un peu voilà, mitigés sur lui. Puis Kitty l'a lu, a été complètement déçue, elle dit qu'il se passait rien du tout dedans, etc. Et moi je me dis... Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai pris le livre dans la bibliothèque, il fallait que je le lise. C'était juste pas possible. Mon chat a joué avec ça quand je l'ai lu. Et le pire, c'est que j'étais tellement dedans, j'ai pas fait attention. C'est quand elle a tiré dessus que là j'ai fait le chat. Ouais, il a morflé le bazar. Mais enfin bref. Tout est que on est dans un monde dans lequel les hommes peuvent faire de la magie, enfin certains hommes qui sont nés avec la magie peuvent en faire, mais à condition d'être à deux. Il y avait avant les fées, les failles qui étaient là, sauf qu'elles sont plus là. Et dans ce monde-là, en fait, on suit Rollon qui a l'esprit torturé et Ludgarn qui les accompagne. Et ils voyagent dans une troupe de caravaniers. Et tout va bien se passer jusqu'au jour où, en bas de combat, je vérifie juste un truc. Si c'est mis ou pas dans le quatrième de couvre. C'est pas mis. C'est pas mis. Bon bref, pour résumer, ces deux-là en fait ont un passé particulier et vont devoir régler leurs dettes. Je ne dis pas ce qui se passe exactement parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir. D'autant que je trouve que franchement, Antelme Moschkorn nous a créé un univers extrêmement... pas complexe, mais il est fouillé. Il est plus que fouillé. À ce niveau-là, c'est mais très très détaillé.
Ça, Antel Moshkorn, là-dessus, on n'est jamais déçu. En plus de ça, je trouve qu'elle a créé des personnages très intéressants. Il y a un côté un peu féministe dans ce livre, parce que la pauvre Ludegarde, ce qui lui arrive, il lui a rien épargné, la pauvre. Moi j'étais là et j'ai dit, mon Dieu. On sent la critique derrière, hein, parce qu'on a l'impression de se retrouver au Moyen-Âge, dans les pays nordiques ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai appris des trucs, parce qu'il y a des mots, quand je les ai lus, j'étais chez mes parents, j'ai dit à voix haute, mon père dit, c'est quoi ça? Du coup, il a cherché, il était curieux aussi, et il a utilisé la mythologie nordique en fait. Du coup, j'ai appris des choses qu'on n'entend jamais parler. Hein. Et j'ai adoré. Il y a des personnages dedans que j'ai. Dans les différentes roulottes, il y a plusieurs personnages. Il y a Maître Cerno, il y a Grish, il y a Perrine, il y a Reynard, Diane et Muse. Bon, Diane et Muse, je dis pas d'où ça vient. On a tous compris. Là où j'ai été très étonnée, je me suis fait avoir une Maître Cerno. Honnêtement, je l'ai pas vu venir celle-là. Il y a d'autres choses que j'ai pas vu venir. Ludegarde est le personnage qui évolue le plus dans ce livre-là. Concernant Rollon, j'espère qu'on dit Rollon, ou Rollon, je sais pas, enfin bref, Rollon ça fait moche, Rollon ça fait plus joli. Ça nous va mieux. Rollon, c'est le personnage où je dis pas que ce qui lui arrive est normal, on va dire qu'il est un peu cherché. Hein. Ce personnage, en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que tous les personnages là-dedans ont un passé assez lourd quand même. Il y a juste Reynard où on sait pas trop, mais je pense que ça va être exploité dans la suite, puisqu'il va y avoir une suite. J'ai juste adoré cet univers. Il faut encore que je le repose, que je le repasse dans ma tête, etc. Mais j'aime bien le rapport qu'il y a à la nature. La nature est très présente. Il y a la soif de pouvoir, il y a une belle critique de la soif de pouvoir, et il y a des critiques sur d'autres sujets, mais souvent autour des femmes. J'ai remarqué que la femme, il y a un truc avec ça dans ce livre, Antel Moshkorn. Mais j'ai bien aimé la façon dont il a exploité cette thématique-là. Je trouve que c'était très juste. Parce que quand on voit certains pays qui reviennent vraiment en arrière sur l'image de la femme, voilà. Et ouais, je suis absolument époustouflée par ce livre. Il y a un personnage que j'ai adoré détester, le sergent. C'est juste, mais ce genre de personnage, je me dis, mais pourvu qu'il meure, désolé, mais là j'en suis venue à ce point-là. Il y a eu d'autres choses qui me viennent pas là tout de suite en tête parce que je vous dis, je l'ai lu, mais. Alors, autant au début, je l'ai lu très lentement. Je le posais, j'ai un chapitre, je le posais et tout. Chez mes parents, là je l'ai repris parce que j'ai quasiment rien lu de la semaine. Et là, le samedi, je l'ai repris chez mes parents, j'ai lu plus de 100 pages d'un coup. En rentrant chez moi, j'ai relu, j'ai même pas fait attention au nombre de pages. Là, aujourd'hui, je l'ai fini. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui m'avait emmené autant quelque part où je voyais les choses se passer. Je me suis dit en film, ça serait trop bien. Et du coup, maintenant, je veux la suite. Voilà. Et mon livre est abîmé. Ça se voit pas, mais moi, je le sais. Au toucher, je le sais. Parce que là, si je le joue sur la lumière, ça se voit pas. Mais ce livre, en plus de la beauté esthétique intérieure, il est magnifique. Et celui qui dit qu'il se passe rien, mais c'est n'importe quoi. Il se passe énormément de choses. La faille qui est présente dans ce livre, parce que oui, il y a une faille, mais je vous laisse découvrir. Rien qu'à elle toute seule, elle vous tient l'histoire. On ne sait pas sur quel pied danser avec elle. C'est très intéressant l'univers qu'il a créé, le monde qu'il a créé. Et je veux lire la suite. Voilà. C'est très prenant. Puis l'écriture d'Antel Moshkorn. Enfin, l'écriture d'Antel Moshkorn est tellement incroyable. Et il y a à la fin un petit lexique pour des termes que vous comprendriez pas. Il n'y en a pas beaucoup, ça va. Mais honnêtement, je vais vous dire, la plupart des mots, il n'y a pas besoin de traduction. C'est dans le texte, ça vient tout seul, on comprend ce qu'il veut dire. Et voilà. Mais bon, une très très belle lecture. J'ai encore envie de vous en parler en fait, mais je sais pas quoi en dire de plus. Juste que j'ai adoré ce livre, que voilà. Alors Grish, très franchement Grish, j'espère qu'elle aura un autre rôle.
s'il y a une suite avec les mêmes personnages, parce que je sais pas si les mêmes personnages seront présents dans la suite, je sais rien du tout, honnêtement. Antal Moshkon m'en a parlé, mais sans m'en dire trop, donc je sais pas. J'imagine comme il a mis les chroniques des 5 trônes, j'imagine qu'il y aura un tome par trône. Donc là, ici, on exploite l'hiver. J'imagine qu'on va exploiter les autres plus tard. Mais ouais, Luthgard, je l'ai beaucoup aimé. J'ai dit Perrine, mais je crois que c'est Pyrrhine son nom. On l'a pas trop vu à la fin, c'est là où elle est vraiment présente et voilà. Reynard, c'est... En fait, les personnages à un moment donné sont absents, les personnages secondaires, donc on sait pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là pour eux et l'évolution qu'ils ont pris avec. J'aurais aimé que ce soit exploité. Mais c'est pas grave parce que là, il s'est concentré sur Luthgard et Rollon et... Et j'avoue que j'ai adoré un moment Luthgard quand... Il y a un passage avec Luthgard que j'ai adoré parce que je me dis ça y est, elle tape des points sur la table, c'est bien. Mais enfin, bref. Sur ce, je crois que j'ai tout présenté. Je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire des livres. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!